lorsqu'on rentre encore un peu plus loin, justement, pourquoi vous avez posé la question? Peut-être parce qu'ils auront un peu plus d'avantages de ce côté-là. On a d'ailleurs eu plusieurs témoignages en ce qui concerne les pratiques au sein même de ces institutions internationales. Monsieur Haïti, au regard de cet arbitrage, on peut dire comme ça, international, qui est entamé par Orano au Niger, cela cache effectivement d'autres pratiques ou alors d'autres éléments sur la scène internationale qui nous permettront ou qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que ces États occidentaux préfèrent justement s'accrocher à cette justice internationale, sachant que forcément, ou alors oui, forcément, dans la plupart des cas, en tout cas, elle sera la décision est généralement en faveur en leur faveur. Madame, c'est qu'il faut déjà rectifier quelque chose là au niveau de la formule, au niveau du thème. Ce n'est pas l'Orano qui engage un arbitrage international. Il s'agit de l'État français, puisque l'État français est le véritable propriétaire d'Orano, qui a une filiale au Niger qui s'appelle Somahe SA. Ok. C'est important de le préciser. Et quand on l'a dit, ce qui se passe actuellement d'une manière générale au niveau de l'AES, parce que ce qui se passe actuellement du côté du Niger se passe également du côté du Mali, avec la société Barrick Gold qui exploite, n'est-ce pas, lors de ce côté-là, qui a également choisi l'arbitrage international par rapport à ces contradictions avec l'État malien. Oui. Il faut comprendre deux choses. La première, c'est que dans le code noir et le code de l'impérialisme, la chaîne de l'impérialisme tant pour moi, et surtout et davantage, les accords que la France a signés avec les accords dans ses anciennes colonies, les États n'étaient pas propriétaires du sous-sol. Du moins, à plus de 2 mètres, vous n'étiez plus propriétaire de rien. À plus de 2 mètres, c'est l'État français qui en était le propriétaire. Ça veut dire que si à plus de 2 mètres, vous creusez un puits, où il faut sortir, vous tombez sur le diamant, de l'or, c'est la propriété de la France. C'est comme ça que ça a été pensé. Ça a été écrit par les théoriciens français, n'est-ce pas, de la traite négrière, de l'esclavage et de l'exploitation humaine d'une manière générale. C'est depuis 1966 que l'uranium du Niger est exploité. Au départ, ça a été découvert par l'Agence d'énergie internationale et de l'énergie atomique. Oui. Alors, qui a filé le bébé à la société française Orano, qui en exploite. Depuis cette date, jusqu'en 2009, il y a eu quelques difficultés, et puis ils ont repris leur activité. Pendant cette période, tenez-vous bien, Madame Siké, l'État nigérien et le peuple nigérien ne bénéficiaient nullement des retombées de l'exploitation de leurs mines, de leurs matières stratégiques. Malgré, n'est-ce pas, l'enchérissement, le surenchérissement du prix de l'uranium sur le marché international. À plusieurs reprises, vous vous souvenez, c'est important l'histoire, Mamadou Tandja, lorsqu'il arrive aux affaires au Niger, demande la renégociation des contrats d'exploitation minière, notamment de l'uranium. Vous connaissez le sort qui lui a été réservé, un coup d'État. Il n'avait pas le droit, il a été très arrogant de penser ainsi. Donc, on lui fait un coup d'État. Qu'est-ce qu'on met? Un employé arrive à, c'est-à-dire l'ortiel de Orano, c'est-à-dire Mamadou Issoufou, qui met de côté, qui rentre dans les tiroirs, justement, ce projet, n'est-ce pas, de relecture des accords d'exploitation
des zones, des matières stratégiques nigériennes. Issoufou sort, il file le bébé au vassal que vous connaissez, Bazoum, qui perpétue la même imposture. Eh bien, les nouvelles autorités arrivent. Oui. Ils estiment que, mais attendez, l'uranium est la propriété de l'État nigérien, du peuple nigérien. C'est quoi ces conditions qui ont été négociées contre les intérêts du Niger, du peuple nigérien, qui ne bénéficient de rien, en plus le cas des charges, Oui. qui avait vocation à transformer Niger en petit Paris, a été mis dans le broyeur à papier. En contrepartie de la mise en musique de ce cahier de charges, on a construit des baraquements, c'est-à-dire des bidonvilles, autour, n'est-ce pas, des gisements d'uranium, avec exposition, avec comme décor, exposition à l'air libre, les déchets radioactifs. Avec comme décor la pollution environnementale, avec comme décor la non-prise en charge des personnels nigériens irradiés. Entre autres, je vous fais grâce, n'est-ce pas, de la grosse enveloppe des redevances d'exploitation de ces gisements-là, parce qu'il y a Imurarem, Oui. entre autres. Hein. Oui. Oui. Je vous fais grâce, n'est-ce pas, de la redevance, du paiement des redevances dues. Du fait de l'exploitation de ces différents gisements par Orano en France au détriment du Niger. Du Niger. C'est-à-dire que vous avez une multinationale française qui vient exploiter le pétrole camerounais. Au lieu de payer les impôts et les taxes y afférentes au Cameroun, c'est plutôt en France qu'on va les payer. Je crois que, c'est une parenthèse, lorsqu'il est arrivé aux affaires, le président Ibrahim Traoré a exigé, n'est-ce pas, la révision de la convention fiscale qui lie, n'est-ce pas, le Burkina Faso oui. à la France, parce que c'était une grosse imposture, une grosse escroquerie, une grosse arnaque. Dans ce contexte donc, de l'arrivée des nouvelles autorités nigériennes, il est question de voir clair. Il est question de renégocier justement ce contrat d'exploitation d'uranium Niger. Eh bien, vous savez comment ça fonctionne avec les Français, les Libanais et consorts dans le contexte africain. Ils veulent jouer les arrogants au niveau d'une affaire, dans un contexte où ils ne sont que, j'ai envie de dire, des concessionnaires. Parce que le concédant, c'est l'État nigérien, qui est le propriétaire de sa chose. Maintenant, vous avez donc le concessionnaire qui vous impose ses règles. Alors, les nouvelles autorités disent non, c'est pas possible. D'abord, vous ne devez jamais respecter votre cahier de charge parce que ceux qui disent, les médias qui disent qu'il y a un abus des autorités maliennes et nigériennes en ce qui concerne l'exploitation des mines d'or ou d'uranium, ils ne vous disent pas pourquoi. Non, ils ne présentent pas les causes lointaines de ces différends. Parce que les causes lointaines de ces différends, c'est ce que j'expose là. Oui. Vous avez donc le cahier de charges qui n'est pas respecté. Et puis, l'uranium tel que acheté entre guillemets par Orano Alten Niger, du Niger, ça se fait au niveau le plus bas possible. Le plus bas. Alors qu'au niveau du marché international, le prix de l'uranium est plus élevé. Donc, en réalité, Orano prenait pratiquement de manière gracieuse une matière première stratégique qui sert à alimenter les centrales, à donner de l'énergie, de l'électricité, d'abord aux Français et dans la zone européenne. Alors qu'il n'existe aucune centrale nucléaire, parce que ça faisait partie du cas de charge. C'est-à-dire qu'il fallait construire. Lorsqu'on fait la promesse de construire un petit Paris, de faire Niger un petit Paris, il était question également de construire au moins 2 centrales nucléaires pour alimenter le Niger en énergie nucléaire. Ça n'a jamais été fait. Donc, les nouvelles autorités demandent la renégociation, n'est-ce pas, de ce contrat. Je voudrais vous rappeler que Orano détient au moins 63,3% du capital. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le capital,
l'État nigérien est minoritaire. Minoritaire. Et il y a une société coréenne là qui est encore plus, qui a la taille d'un nain, qui est encore plus minoritaire que. Il y a quand même un problème. Parce que voilà, donc ce sont les causes lointaines du malaise. Ce n'est pas dit dans leurs médias. Le traitement raciste et xénophobe. Je crois qu'il y a un téléspectateur qui a eu à travailler dans ce jugement qui avait appelé ici, nous a clairement exposé la situation. Maintenant, votre question en deux volets. C'est-à-dire, comment sont traités les fonctionnaires ou les personnels dans ces institutions internationales. Oui. En 2019, nous étions encore sur notre tribune. Il y a le personnel onusien. Oui. Il parle du personnel de couleur qui avait fait une dénonciation du mauvais traitement, je veux dire des traitements racistes et xénophobes dont ils étaient l'objet. C'était autour de 3000 personnels de couleur au sein des institutions, de l'institution qui a vocation à protéger et à défendre le droit international et les droits humains. C'est à l'intérieur de cette institution que vous avez en 2019 une dénonciation des personnes de couleur majoritairement africains qui dénonçaient des pratiques racistes et xénophobes. Il y a une correspondance qui, en son temps, avait été envoyée à Antonio, c'était Antonio Gutiérrez toujours, qui n'a jamais répondu. Il n'a jamais réagi jusqu'au moment où nous tenons cette émission. Il n'a jamais réagi. Son porte-parole s'est fendu en dénégation. En 2021, nous avons un compatriote qui a signé, qui a bénéficié d'un contrat avec l'ONU. Il devait représenter l'Afrique et l'Europe. Je préfère ne pas donner son nom. C'était un compatriote camerounais. Ok. Ce contrat a été signé en 2021. Oui. Et devait avoir pour poste la Belgique. Ok. Il est sous contrat depuis 2021. Je crois que si vous comptez 2021-2025, ça va à bientôt, peut-être 4 ans d'ailleurs le salaire. Pourquoi? En dépit des diverses relances, des multiples relances qu'il a fait, il n'a jamais, au grand jamais, reçu de quelque réponse que ce soit. Il a sollicité l'entre-gens des autorités camerounaises, je ne sais pas des autorités diplomatiques camerounaises. Même là-bas, il n'a pas eu de réponse. Aujourd'hui, il cumule au minimum 45 mois d'arrêt de salaire. Et il est retourné au Cameroun. Voilà justement la réalité. Les documents existent, nous avons les documents. Hein. Si le représentant de l'ONU au Cameroun nous oppose le contraire de ce que nous disons, nous lui fournissons des documents. Les documents, oui. Je pense que nous allons y revenir. C'était juste une parenthèse pour dire que c'est comme ça que ça fonctionne au sein des institutions internationales qui sont racistes parce qu'en réalité, ces institutions internationales n'ont pas été créées pour protéger les Africains. Au contraire, l'ONU, vous connaissez ça, c'était le service sur le continent africain en matière de déstabilisation des États, de l'organisation des conflits armés ou de financement de ceux-ci. L'OMC est l'Organisation mondiale du commerce. Vous connaissez quel est son rôle. Ça nous renvoie à la thématique initiale. Madame, c'est que vous ne pouvez pas avoir votre pétrole et le prix de ce pétrole qui sort de la terre de votre pays est fixé au marché de Londres, au marché de Paris, au marché de Washington, au marché, n'est-ce pas, de Tokyo. Ça veut tout simplement dire qu'en réalité, la source, l'Afrique, pour eux, oui, c'est le continent qui est le pourvoyeur de matières premières, c'est-à-dire, en réalité, il faut tout exporter, transformer chez eux, et cela doit nous revenir pour créer, je veux dire une valeur ajoutée, créer des emplois, et c'est notre propre matière première, nous le rachetons à leur prix fixé par eux. Je pense que là, je vais terminer en disant que il n'y a pas que le Niger qui est confronté justement aux impostures
de l'arbitrage international. Tout à l'heure, je vais faire comprendre qu'il y a également le Mali. Et cette situation est le fait que ces entreprises étatiques ne prennent pas en compte deux choses. Deux réalités, il faut le dire, deux réalités. D'abord, le droit de regard des nouvelles autorités en ce qui concerne l'exploitation de leur matière stratégique. Oui. La seconde chose, le nouveau contexte international. C'est important sur des éléments. Donc, ils pensent que nous sommes encore dans le logiciel des années 60, où ils pouvaient venir sur le continent africain, faire comme ils ont eu l'habitude de faire, mais sauf que l'Afrique de 2024, 2025, c'est plus l'Afrique de 1984. C'est ça aussi la réalité qu'ils doivent pouvoir prendre en compte.